Bonjour, Henri Moissinac, Dot. Je suis vraiment désolé. En fait, je pensais être à Paris aujourd'hui et profiter avec vous de cette journée FinTech. Je me réjouissais de découvrir mieux cette industrie. Malheureusement, en fait, je suis coincé à Londres avec la quarantaine. Et donc, ceci est une vidéo enregistrée hier. Donc, Jean-Michel et l'équipe m'ont demandé de partager quelques leçons qui m'ont beaucoup aidé dans ma carrière, des leçons apprises dans la Silicon Valley. Et j'espère en particulier vous faire découvrir ce concept que j'appelle innovation orthogonale, qui est quelque chose qui a vraiment influencé énormément d'entreprises dans lesquelles j'ai participé, et en particulier ma dernière entreprise, Dot. Donc, pour comprendre la Silicon Valley, il faut commencer par les surfer. Le surf, c'est quoi? On descend dans l'eau, on a 2 ou 3 heures devant soi. Il fait très froid. Il faut savoir choisir les vagues qu'on veut surfer. On est en permanence en train de scanner l'horizon pour dépenser en fait son énergie sur les bonnes vagues. Et souvent, en fait, le surf, ça ressemble à ça, des petites vagues. Et de temps en temps, il y a une grosse vague. Et c'est cette grosse vague, il faut la surfer, il faut en profiter. C'est cette vague qui va driver votre énergie et votre motivation pendant toute la semaine pour pouvoir retourner surfer la semaine prochaine. Et dans la tech, en fait, c'est un petit peu pareil. Il y a les petites vagues et les grosses vagues. Alors, les petites vagues au surf, ça vient du vent. Hein, c'est le vent qui pousse l'eau et qui fait les vagues. Les petites vagues dans la tech, c'est soit la compétition, soit le Moore's Law et le fait que les ordinateurs et les services deviennent de plus en plus puissants et de plus en plus sophistiqués. Puis de temps en temps, en fait, on a une grosse vague. Alors, typiquement, dans l'eau, c'est un tsunami. Bon, moi, je ne surfe pas, mais d'autres aiment beaucoup ça. Et puis, dans la tech, c'est une breakthrough technology. Et ce qui est très important dans la tech comme au surf, c'est de bien dépenser son énergie pour surfer les bonnes vagues. Alors, je voudrais vous parler de quelques vagues qui ont beaucoup influencé ma carrière et j'imagine aussi la vôtre. La première, c'est l'arrivée de la caméra digitale. La caméra digitale, c'est quoi? C'est un outil qui permet aux marchands, de façon très simple, de prendre des photos et de les mettre sur Internet des objets qu'ils souhaitent vendre. De l'autre côté, on a le dial-up Internet Connection qui permet aux clients de browser tous ces items et de les choisir. Et c'est le début du commerce électronique. eBay, Amazon, Google Ads, des trillions de market cap, des trillions de transactions. Deuxième grande vague technologique, c'était l'arrivée du téléphone mobile et en particulier de la caméra dans le téléphone mobile. Et ce téléphone mobile quasiment connecté plusieurs fois par jour grâce à la 3G. Et ça a donné lieu au social networking. Facebook, Tencent, WeChat, tout ça, ça n'existait pas vraiment avant le téléphone mobile. Et là, on parle encore une fois de trillions de market cap, de trillions de transactions tous les jours. Cette caméra digitale, ensuite, on la met dans les objets. C'est la vague des Internet of Things. On peut digitaliser toutes sortes d'objets. Maintenant, ces objets sont connectés en permanence avec la 4G au réseau. Et c'est l'arrivée de, en particulier dans ma vie, le on-demand, Uber, Uber Eats, Deliveroo et autres services. Pas encore des trillions, mais en tout cas des billions, des milliards de market cap et des milliards de transactions. Une nouvelle vague, en fait, très technologique. Et la prochaine vague, c'est celle qu'on vit maintenant, c'est l'arrivée de la batterie électrique. Alors maintenant, on a une batterie électrique avec cette caméra digitale ou cette digitalisation des objets en permanence connectés au réseau. Pensez à une Tesla, c'est un iPad avec une batterie électrique et 4 roues, et ça va changer la mobilité. Tesla change la mobilité à l'extérieur de la ville, et nous, Dot, ainsi que d'autres services comme Lime, on va changer la mobilité à l'intérieur de la ville. Encore une fois, une grosse vague technologie et bientôt des milliards de transactions et des milliards de market cap. Très important de comprendre ces vagues et de passer sa carrière en fait à surfer ces vagues et pas passer trop de temps à surfer les petites vagues. Dans le monde de la fintech, pour moi, la première breakthrough technologie, c'est la carte à puce et tout ce qui est devenu contactless payment. Honnêtement, ça a changé votre industrie. On parle beaucoup de open data, open banking, le fait que c'est plus simple aujourd'hui de faire, par exemple, du KYC. On voit toutes ces néobanques. Bon, honnêtement, je ne suis pas un spécialiste de la fintech, mais je me pose la question de savoir si ce sont vraiment des breakthrough technologies qui vont dramatiquement changer le landscape, comme on vient de le voir, ou juste une petite innovation. Ça, c'est une question. J'aurais bien aimé vous faire lever la main, mais malheureusement, je ne suis pas là, donc on essaiera pour une autre fois. Et je vous laisse réfléchir si Open Banking, par exemple, au UK, qui force toutes les banques à partager leurs données, finalement, c'est une breakthrough technologie qui va complètement changer la donne dans le monde de la fintech. Ou si c'est juste un peu d'optimisation à droite à gauche, une petite vague de surf qui ne va pas finalement
changer le landscape. Comment on surfe ces vagues? Alors souvent, c'est le deuxième concept que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Souvent, en fait, l'entrepreneuriat, c'est quoi? Si on est un bûcheron dans la forêt et on coupe le bois pour essayer de creuser son chemin dans cette forêt, c'est pas facile, c'est très compliqué parfois, on n'a pas forcément les bonnes ressources et on essaie de créer un chemin, un nouveau path pour les consommateurs ou pour les entreprises qui vont utiliser ce service. Et face à nous, en fait, on a souvent un Microsoft, un Oracle, un Salesforce, une grosse entreprise qui a beaucoup plus de ressources, ce genre de pelleteuse, déjà énormément de clients, un autoroute, un véritable autoroute. Et dans ce monde-là, dans le monde de l'entrepreneurship, ce qui est très important, c'est de faire de l'innovation orthogonale. Alors, c'est quoi l'innovation orthogonale? Pensez que cette autoroute, c'est la flèche bleue. Une autoroute, ça va tout droit, c'est très compliqué de faire un 90 degrés. Souvent, on peut faire le tour d'une montagne, mais le plus simple, c'est on casse tout, on creuse ou on fait un tunnel, on va toujours tout droit. Et pour les startups qui ont beaucoup moins de ressources, en fait, il y a trois possibilités. La première, la flèche rouge. Finalement, on fait la même chose que la flèche bleue, mais on le fait en avance du temps. Et le jour où, en fait, la flèche bleue, l'autoroute va vous rattraper, la flèche rouge, elle n'a quasiment aucune chance d'exister, sauf si elle est vraiment très éloignée de l'autoroute. Ensuite, on fait parfois un peu plus d'innovation, des choses plus compliquées pour la flèche bleue. C'est difficile pour un autoroute de faire 45 degrés, mais le mieux, finalement, en fait, c'est vraiment d'être à 90 degrés par rapport à l'autoroute, faire des choses que l'autoroute ne peut pas faire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand la flèche bleue va passer à côté de votre flèche verte? Elle fera soit un partenariat commercial et vous profiterez de son network, de ses utilisateurs, soit elle vous rachètera, soit il y a d'autres options. Donc, il faut faire du vert, si possible éviter l'orange et surtout pas faire du rouge. Et ça, c'est très simple, c'est l'innovation orthogonale et je vais vous montrer comment ça a joué et ça a beaucoup joué en fait dans la Silicon Valley. Alors, il y a trois façons de jouer ça, à mon avis. 1, l'architecture, 2, le business model et 3, le product ou le service. Alors, l'architecture, vous êtes Salesforce, vous faites tout dans le cloud. Quand Oracle, à l'époque, vendait des licences, il fallait installer un ordinateur chez vous. Chez Dot, on fait tout en free floating ou en smart parking, ce que vous voyez à Paris, quand des acteurs comme Nextbike ou Vélib sont obligés d'installer des docking stations. Prenez le business model. Ryanair, ce n'est pas du tout le même business model que Air France et pourtant, ils proposent le même avion et quasiment le même service pour aller du point A au point B. Uber et Taxi G7, c'est pareil, c'est quasiment le même service, mais ce n'est pas le même business model. Et en termes de produits ou de user experience, pensez Amazon versus eBay. Amazon, tout marche de A à Z, customer service impeccable. eBay, c'est plus compliqué, mais il y a un peu plus de richesse. Finalement, c'est quasiment le même service, quasiment le même business model, quasiment la même architecture, mais ce n'est pas du tout la même expérience client. Facebook versus MySpace, c'est un peu pareil. Et donc, je vous invite, en fait, quand vous réfléchissez à votre flèche verte, orange ou rouge, choisir quelle dimension, l'architecture, le business model ou le produit, vous allez être à 90 degrés par rapport aux flèches bleues, ceux qui ont beaucoup plus de ressources que vous. Et parfois, il y a des entreprises qui arrivent à être 90 degrés orthogonales sur les trois dimensions. Alors, dans la fintech, mes amis me parlent beaucoup aussi de la réglementation. Par exemple, ça a l'air beaucoup plus simple de faire du KYC chez Revolut que dans une banque traditionnelle. Je ne connais pas très bien, je ne sais pas si c'est une dimension sur laquelle on peut vraiment faire de l'innovation orthogonale. Je vous laisse évaluer ça. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, au début de l'Internet, Alta Vista, une expérience extrêmement confuse, basée sur la publicité. Google arrive à 90 degrés, pas de publicité, une page blanche, super simple. eBay, à l'époque où j'étais chez eBay, on était 5 fois plus gros qu'Amazon. Réfléchissez, hein, la market cap de eBay, c'était 5 fois plus gros qu'Amazon. Arrive Amazon et fournit une expérience 5 étoiles de A à Z, tout fonctionne. Et d'autre côté, des entreprises comme Craigslist ou Le Bon Coin qui font une expérience complètement dégradée, mais beaucoup plus simple à utiliser. eBay, coincé entre les deux, passe 5 ans de sa vie à hésiter, est-ce que je fais Amazon, est-ce que je fais Le Bon Coin, et finalement va nulle part. Dans le social networking, c'est un peu pareil. MySpace, quand je suis arrivé chez Facebook, MySpace était 10 fois plus gros que Facebook. Sur MySpace, vous pouvez vous appeler Darth Vader, vous pouvez vous appeler n'importe quoi, tout le monde s'en fout, des gifs animés, une expérience très, très confuse, un véritable Christmas tree. Facebook, une expérience pure, simple, très peu de couleurs, basée sur la real identity. Vous voyez, comme MySpace ne peut pas du jour au lendemain demander à Darth Vader de mettre son propre nom, sa véritable identité. Trop compliqué de faire un 90 degrés pour MySpace, et MySpace disparaît quand Facebook surgit.
Mais de la même façon que Facebook a battu MySpace, ça n'a pas été toujours très simple. Facebook était essentiellement du desktop, Twitter est arrivé et Twitter a gagné la bataille du social networking sur le mobile au début. Il a fallu vraiment réagir. Et le mobile, c'était vraiment une innovation orthogonale par rapport à Facebook. Alors, nous, on a évidemment réagi, on a créé Facebook Mobile, on a fait un bien meilleur boulot, mais c'était que le début. Ensuite, Instagram est arrivé, pareil, mobile contre Facebook Mobile. Instagram, c'est tout au sujet du design, des photos, alors que Facebook, c'était du texte et parfois les photos. Encore une fois, innovation orthogonale d'Instagram par rapport à Facebook. Et parfois, pour Facebook, ce n'était pas simple. D'un côté, de la même façon qu'on vient de parler d'eBay, Facebook tiraillait à droite, est-ce que je deviens de la photo mobile, ou tiraillait à gauche, est-ce que je fais du message. Dans le cas de Facebook, à différence d'eBay, finalement, on a préféré racheter ces deux services. Alors, dans votre monde, la grande question que je me pose, c'est est-ce que les néobanks, finalement, font de l'innovation orthogonale par rapport aux high street banks? Et ça, encore une fois, j'aurais bien aimé avoir votre opinion en vous faisant lever la main. Mais je vous laisse réfléchir à tout ça. Alors, deux, trois petits mots sur quelques leçons supplémentaires qui m'ont aidé. Donc, première leçon, surfer les bonnes vagues, pas passer de temps sur les petites vagues. Et les grosses vagues, c'est une breakthrough technology. Deuxième leçon, quand on les surfe, on fait de l'innovation orthogonale, on ne fait pas de l'innovation parallèle. Et puis, quelques petites leçons supplémentaires. La première, c'est du point de vue vision, il faut faire confiance à la nouvelle génération. Pourquoi? Parce qu'eux ne sont pas attachés au passé, ne vont pas forcément comprendre ce que l'autoroute bleue souhaite faire, mais par contre vont comprendre vraiment ce que les clients souhaitent et vont avoir de temps en temps une innovation orthogonale que les principaux acteurs actuels du marché ne pourront pas faire. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire très attention à la market size. Moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs. Souvent, en fait, ils sous-estiment complètement leur taille de marché. Alors là, ce sont des exemples politiques. Hillary Clinton a complètement sous-estimé l'allocation des pays à l'époque. Brexit, tout le monde pensait que Brexit, ça serait un no-brainer et ça s'est révélé être une catastrophe. Encore une fois, souvent, on sous-estime, on ne sait pas bien mesurer sa place de marché, sa taille de marché. Et c'est très important de s'attacher à un marché qui est très, très gros. Pour attaquer ce marché avec la bonne vision, il faut commencer from the endpoint and work your way back from there. Donc, il ne faut pas réfléchir à votre entreprise. Qu'est-ce que je fais en seed, puis en A, puis en B, puis en C, et où est-ce que ça va? Il faut commencer par dire, voilà où je suis aujourd'hui, j'ai rien. Voilà où je voudrais être dans 5 ans, dans 10 ans. On pense au endpoint et à partir de là, on réfléchit, bon, alors à quoi va ressembler l'entreprise en série C, puis en série B, puis en série A. Quand je passe du temps avec certains d'entre vous qui travaillent dans la fintech, c'est très frappant pour moi, comme certains pensent au long terme et ensuite essaient de travailler leur chemin jusque-là versus d'autres qui pensent qu'au court terme et qui potentiellement auront une vision à terme. Et le dernier point, c'est le product market fit. Moi, je rencontre beaucoup d'entreprises qui pensent avoir un product market fit, mais en fait, dans les faits, ce n'est pas le cas. C'est compliqué parce que les consommateurs ne sont pas vraiment capables de vous le dire. Et puis ensuite, même les fondateurs sont tellement passionnés par leur sujet, souvent ils oublient en fait, ils oublient que le product market fit, en fait, souvent on ne l'a pas alors qu'on croit qu'on l'a. Et ensuite, la façon dont on déploie les ressources associées à ça, ce n'est pas du tout le même game. Donc, la vision, la roadmap, le product market fit et le market size. C'est ces 4 points éléments essentiels quand vous allez vous attaquer à faire une innovation orthogonale sur un service existant. Voilà, je suis désolé, c'est un peu confus ma vidéo. C'est toujours mieux d'être en personne et je vous remercie beaucoup pour votre temps et j'espère que cela vous sera très utile. À très bientôt, j'espère sur un vélo DOT ou une trottinette DOT. À très bientôt, au revoir.